Salut les motards! La BMW GS nous fait sa crise de la quarantaine, mais avant d'aller plus loin, un petit peu d'histoire, on va retourner à la naissance de ce modèle. Alors vous le savez peut-être pas, mais dans les années 80, BMW n'était pas au mieux économiquement. Ça peut paraître bizarre aujourd'hui, mais c'était comme ça, elle était sous la concurrence des modèles japonais. Et parallèlement, la firme bavaroise gagnait beaucoup en compétition d'enduro, notamment avec son pilote Herbert Čech. C'est lui qui, avec l'ingénieur Laszlo Pérez, vont développer un prototype qui s'appelle le Red Devil, le Diable Rouge, qui va donner naissance à la R80, modèle de série, qui sera présenté à la presse donc en 1980 également. C'est donc le premier modèle hybride, chemin et route. Voilà comment est née cette légende. La machine va évoluer en R100, puis R1100, puis R1150, R1200 refroidi air huile toujours avec son système double arbre à cam, qui est à mon avis le meilleur flat qui ait jamais été fait. Puis ensuite le R1200 refroidi par liquide. Vraiment une nouvelle machine, une nouvelle esthétique qui vient à ce moment-là, aux alentours de 2011. Et ensuite le modèle R1250 avec sa distribution variable Shift Cam. Mais depuis plus de 10 ans, en fait, la GS n'avait pas tellement évolué, esthétiquement surtout. Mais aujourd'hui, crise de la quarantaine. Qui dit crise de la quarantaine dit rupture, souvent. Et aujourd'hui, c'est surtout une rupture esthétique. Premier point de ce design, c'est un design intégré. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait des fonctions essentielles qui étaient assemblées. C'était plus ou moins heureux et on avait surtout une évolution esthétique avec le 1200 sur la face avant. Cette fois-ci, c'est l'ensemble de la machine qui est passé au filtre du style. Avec, comme vous pouvez le voir, une toute nouvelle face avant qui va déterminer vraiment la personnalité de ce modèle. Je reviendrai ensuite sur l'explication de ce tout nouveau feu. Une esthétique globale qui s'est affinée, qui évoque un petit peu la HP2 Enduro. Je ne sais pas si vous avez souvenir de ce modèle qui était hyper dépouillé. Donc on a cette sportivité à ce niveau sur les épaulements autour du réservoir aluminium d'ailleurs, 19 litres. Ça se poursuit sur un réservoir donc, qui est d'ailleurs très incliné, qui est d'ailleurs recouvert d'une matière antidérapante, typée pour un usage déjà orienté plus off-road. C'est un peu la visée globale, à mon avis, de ce nouveau modèle, d'être plus à l'aise quand il faut sortir de la route. Une selle particulièrement plate, ici on le voit très bien en fait sur ce modèle la Trophy, qui lui se destine justement à plus sortir sur les chemins, et d'ailleurs équipé comme tel, on y reviendra. Un tout nouveau cadre qui peut aussi permettre d'affiner les volumes. C'est très sensible. Là aussi, on a une esthétique qui est complètement intégrée, encore une fois, à la machine. Une toute nouvelle boucle arrière, aluminium. Voilà, on a vraiment un ensemble qui est très fuselé à ce niveau-là. Pourquoi une coque alu comme ça? C'est assez surprenant. Mais en fait, ça va permettre à BMW d'amener toute cette nouvelle technologie, notamment des passages de câbles électriques, pour alimenter des valises avec un éclairage à l'intérieur et des prises USB. Alors cette face avant, elle interpelle, puisque c'est totalement différent d'avant. En fait, la GS est souvent une moto où la fonction dicte la forme. Et c'est encore un peu le cas sur quelques points de cette nouvelle moto. Avec la 1300 GS, on a ici une nouvelle optique qui en fait c'est l'optique centrale qui va servir à tout. Ce sont des LED matriciels qui permettent d'avoir à la fois les feux de position, les feux de croisement et les feux de route. Et également, en option, parce que là il y a aussi pas mal d'options sur ce modèle, comme vous pouvez bien vous imaginer, les feux d'éclairage sur l'angle. Autour, ce qui forme une étoile, ce sont juste les feux diurnes en fait, qui permettent de signaler la machine aux autres dans la journée. On peut aussi d'ailleurs se passer de cet éclairage. Mais voilà, en fait, ce X, il est presque optionnel entre guillemets par rapport aux caractéristiques de l'optique centrale, très compact et qui sert vraiment à tout. Et puis alors, pourquoi ce X? En fait, donc c'est pas une étoile, c'est simplement pour rappeler le crossover, un peu, c'est donc route et chemin, encore une fois. Enfin, pour terminer sur les éclairages, vous pouvez voir que ce modèle a des clignotants intégrés dans les pare-mains. Sur la Trophy, ils sont plus conventionnels, moi je préfère ça aussi, et puis alors en cas de chute, franchement, ça coûte quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, il y a quelques petites différences à ce niveau-là déjà. Ce modèle, ce que vous avez ici sous les yeux, nous l'avons testé sur route, celui-ci donc en off-road. Il y a évidemment beaucoup de points communs. On va s'attaquer maintenant un petit peu à la technique. Alors ce moteur, BMW l'a entièrement retravaillé pour plus de compacité. C'est vraiment ça qui va dicter le travail sur ce modèle, évidemment plus de performance. BMW a réduit la course de son flat de 3 mm. On est repassé en fait à ce qu'on avait avant sur les 1200. Pas sur les 1250, donc, mais sur les 1200. On a des cylindres qui sont un peu moins volumineux. On a également déplacé la chaîne de distribution du cylindre droit sur l'avant pour pouvoir ramener le carter un petit peu plus vers l'avant là aussi. Et donc on ne se tape plus les jambes, bonne nouvelle, dans les cylindres. Ça c'est pas mal. Et puis on réaligne esthétiquement l'ensemble les deux cylindres. Et ça aussi c'est très perceptible. L'ensemble est beaucoup plus compact qu'auparavant. Et ça fait vraiment une grosse différence. Également auparavant, on avait embrayage, embiellage, boîte. Maintenant, on a embrayage, embiellage et la boîte est sous le moteur. Donc encore une fois, souci de compacité sur ce bloc et possibilité ainsi de réduire de 3,9 kg le poids global du flat twin, ce qui est quand même
assez énorme. Avec le shift cam qui quitte toujours ce modèle évidemment, BMW hausse encore les performances. Le moulin sort 145 chevaux à 7750 tours, 149 Nm à 6500 tours. Évidemment beaucoup d'électronique pour gérer toute cette artillerie. Contrôle de traction, frein moteur, évidemment l'ABS sur langue avec une centrale inertielle là encore. Et puis des suspensions pilotées, ça aussi on y reviendra un petit peu plus tard. La transmission est toujours par cardan évidemment. Embrayage anti-dribble là aussi évidemment. Suspension donc, avec un travail sur la partie télélever et surtout la liaison guidon-direction. Alors c'est un petit peu complexe, mais en même temps en fait c'est relativement simple. Avec le télélever, qui équipe donc toujours cette GS, les longs tubes de la fourche avaient tendance, sur les freinages ou sur les accélérations, à bouger très légèrement. C'est-à-dire qu'au lieu de remonter comme ça à la verticale, en fait, ça pivote un petit peu vers l'avant. Donc ça entraîne un mouvement au niveau du T supérieur. Et comme le guidon était fixé sur ce T supérieur, forcément, on n'avait pas toujours un ressenti très net de la direction. Pour contrer ce phénomène, BMW a inventé une nouvelle technique. En fait, le guidon est pris sur une platine qui est fixée sur la colonne. Donc ça, c'est très très rigide puisque ce nouveau cadre est extrêmement plus rigide que celui qui est équipé à la 1250. Et pour faire le lien entre la fourche, son T supérieur, qui donc bouge très légèrement, et la partie très rigide du guidon et des pontets, on a une platine. Et entre cette platine donc, et le T supérieur, on a cet arc légèrement souple, un arc de métal légèrement souple, qui va donc faire le zone tampon en fait, entre cette partie très rigide et cette partie légèrement plus souple. Voilà. C'est plus ou moins perceptible sur route, un petit peu plus en tout terrain, on sent qu'il y a quelque chose de différent. Après, pour les quantifier, c'est quand même plus difficile. Une nouvelle technologie qui va équiper au niveau suspension la 1300 GS, ça va être le DSA. On va avoir la possibilité à la fois de moduler la raideur du ressort, ce qui est quand même déjà assez rare sur une moto. Également, ce qu'on va avoir en fait, c'est la possibilité d'abaisser en option évidemment ou de monter la moto de 30 mm. Donc pour les plus petits, c'est génial, vous appuyez sur un bouton, la moto est descendue en dessous de 50 km/h. Dès que vous franchissez les 50 km/h, elle va remonter. On peut choisir aussi en mode enduro de l'avoir soit en haut, soit en bas de donc des valeurs. Concernant la géométrie de ces modèles, une légère évolution vers plus de stabilité, c'est pas grand chose, mais on a 26,2 d'angle de colonne, 112 mm de chasse et 1518 mm d'empattement. C'est des valeurs qui sont pas très éloignées du précédent modèle, ça gagne vraiment juste un petit peu en stabilité, on va dire. Alors, pour les grands gabarits, c'est plutôt bien, on a de l'espace, ça permet beaucoup de mobilité. On a quand même beaucoup de latitude pour se déplacer, également quand on est assis. Un guidon qui permet beaucoup d'appui également. Moi, j'aurais bien aimé une assise qui bascule le pilote vers l'avant, ce qui n'est pas le cas. On est un peu en arrière et pour moi, c'est pas très agréable, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui préfèrent comme ça. Nous sommes seulement à 850 mm de hauteur et voilà. Moi, j'ai les pieds vraiment très au sol, mais surtout les jambes assez fléchies en fait une fois en roulant. Et bon, à la longue, c'est un peu fatigant pour les plus grands. Je parle. Donc, il y a une selle qui permet de rehausser de 20 mm cette assise à 870 parce qu'on n'a plus de réglage intégré. Une nouvelle bulle qui va équiper ce modèle là ici qui est électrique, c'est une option évidemment, des déflecteurs aussi optionnels évidemment. Les deux modèles s'équipent d'un coffre juste au-dessus du réservoir avec un petit compartiment et on enlève ça et en dessous on a une petite prise USB pour recharger le téléphone. Bon, c'est assez bien vu. Voilà. Et pour y placer la clé keyless qui permet sans clé en fait de démarrer, d'ouvrir le bouchon de réservoir. Une bonne chose pour ceux qui aiment, moi j'aime bien avoir une clé, mais bon voilà. Sur le modèle Trophy, alors déjà, la selle est plus ferme là ici, mais surtout elle est plus haute. On sent, ouais, c'est très net, vous voyez, j'ai les jambes quasiment tendues. Donc ça, quand on mesure plus d'1,80 m, à mon avis, c'est indispensable. Les deux assises sont dans la continuité, et là, en tout terrain, là vous avez vraiment beaucoup de latitude. C'est pareil, là, vous pouvez se reculer davantage. Là, on n'a pas de bosse de la selle passager. En termes d'ergonomie, ça me paraît en fait plus évident ainsi. Sinon, on a les mêmes dispositions d'instruments, de commodo évidemment. Dans cette configuration, c'est une moto qui me plaît beaucoup parce qu'elle va à l'essentiel et c'est quand même plutôt pas mal vu la débauche technologique que peuvent atteindre ces modèles. Voilà comment se règle la bulle, courte mais suffisamment efficace même pour des longs trajets. La différence entre ces deux modèles, c'est qu'ici, on va avoir des jantes en aluminium moulé, ici des jantes à bâton, mais aussi en option des jantes aluminium forgé enduro. C'est-à-dire qu'avec ces jantes, vous pourrez quand même aller en off-road et passer partout sans que ça casse. C'est assez exceptionnel, surtout elles sont très très belles, avec une alliance de mat et de brillant. Vraiment ça vaut le coup. Niveau freinage sur les deux machines, on a des étriers Brembo à 4 pistons à l'avant, des disques de 310 mm. Les jantes ici sont chaussées de Metzeler Tourance Next
Sur notre moto de off-road, on était en Mesler Karoo 4. Excellente montre, que ce soit sur asphalte ou en off-road. Ça nous a donné beaucoup de satisfaction. Voilà pour la partie théorique. Alors maintenant, je vous propose d'aller essayer cette BMW 1300 GS, tout d'abord sur la route. Go! Alors en ville, on se rend compte effectivement que le moteur a une course plus courte, ce qui se traduit par une certaine vivacité qu'on n'avait pas forcément avant. Enfin, de façon moindre, on n'a plus tout à fait la même rondeur en fait que sur la 1250, très bas régime. Par contre, clairement, on a un couple largement disponible. C'est plein tout le temps. Bon, alors à bord, toutes les commandes sont douces. C'est très naturel, l'ergonomie est vraiment très bien pensée avec ce nouveau réservoir qui écarte moins les jambes. Évidemment, tous les leviers sont réglables, hein. D'ailleurs, c'est fait par un petit levier, c'est nouveau, c'est assez pratique. Très pratique de le régler en conduisant d'ailleurs. Et un excellent confort, une position vraiment idéale. Que ce soit à basse vitesse ou plus rapidement. Les manœuvres se font très facilement. La moto évidemment est parfaitement équilibrée. Et le rayon de braquage est excellent, ce qui est quand même assez génial en zone urbaine. Alors BMW a nettement retravaillé son flat twin. Regardez les montées en régime, hein, c'est aucune inertie, du couple en permanence. Et vraiment ce travail entre les débuts des mi-régimes, hein, 3500 tours, 3600 tours et 7000 révolutions minute. On a une dynamique moteur qui est assez géniale. C'est un peu moins violent qu'avant, on va dire, dans le ressenti. Mais c'est tout aussi performant. Et cette douceur supplémentaire, je trouve, va très bien à la machine. On quitte un petit peu l'aspect brutasse qu'avait pris la GS pour quelque chose de beaucoup plus homogène. Et encore mieux contrôlable à la poignée, moi je trouve. On a une injection qui est parfaite, qui permet de garder un filet de gaz en courbe sans aucun à-coup. Puis l'équilibre naturel de cette moto, encore une fois, qui fait une sacrée différence. Le frein moteur, là, moi j'apprécie, on coupe les gaz et ça ralentit bien tout seul. Bon, pour résumer, on a un moteur qui est un peu plus sportif en termes de ressenti et de performance évidemment. On a peut-être un petit peu moins de gras mécanique. On a une machine qui est toujours plus rigide et pareil, presque sportive en comportement. Et la moto réagit mieux sur les gros freinages quand ils sont pris vraiment même un peu sur l'angle. On a une moto qui cherche moins son équilibre et c'est vraiment sensible, on a des évolutions qui sont plus saines. Avantage clé de cette R1300 GS, c'est sa facilité de mise sur l'angle, son évidence et sa neutralité de partie cycle. Alors, le shifter est un peu rêche parfois, surtout à la descente des rapports. C'était déjà le cas avant, mais on le sent encore à nouveau. Les Metzeler Tourance Next qu'on a sont excellents. Alors quand même, au fur et à mesure des évolutions, notamment en mode rapide, on a quand même un meilleur ressenti du train avant, faut reconnaître. C'est un peu mieux qu'avant. Là on sent un petit peu mieux où on en est parce que tout à l'heure on a eu une partie d'asphalte un peu plus glissante et on sentait que l'enveloppe avant glissait et on savait à peu près comment ça fonctionnait, on savait où on en était. Et là c'est pareil, en appui là dans les virages on ressent un petit peu mieux quand même ce train directeur qui parle davantage à son pilote. Et frein avant, frein arrière sont vraiment au top. On a très grande progressivité au levier et à la pédale et évidemment beaucoup de force pour ralentir les 237 kg de cette nouvelle GS. Allez, une petite accélération
sur l'autoroute. C'est assez sympa quand même, hein. Ce flat twin aussi tonique. Quand j'étais en mode éco, je peux vous dire qu'il n'en manque déjà pas. Pourtant c'est censé supprimer un peu de couple. On a quasiment qu'une inertie moteur, hein, sur ce flat. C'est très sportif. C'est comme si on regardait une explosion dans l'espace. C'est-à-dire il n'y a pas de bruit, et pourtant on sait que c'est très puissant. Bah, en fait ça fait un peu ça. Il y a une douceur malgré tout, un velouté dans cette mécanique. Et la protection est tout à fait correcte. En plus on a des déflecteurs latéraux, comme vous pouvez le voir de part et d'autre de l'écran. Et là on a le flux, on n'avait pas très rapide, mais on a le flux au niveau du casque. Et quand j'avais relevé la bulle, ça passe au-dessus pour mon mètre 84, c'est quand même très correct. Alors nouvelle fonctionnalité, on est aussi sur un régulateur adaptatif qui freine en cas de risque de collision. Voilà, là je ferai rien du tout, hein. C'est la machine qui freine, je vous la refais. Voilà, je touche à rien. Ouh, ça freine super fort. Ouais, ça peut être pratique. Vous voyez là, ça... Alors évidemment on a de la main, hein, dès que on réaccélère, ça repart, ça stoppe le freinage automatique, mais voilà. Après cet épisode routier qui était à bon rythme, on s'est bien amusé. Un petit tour au guidon de la Trophy, en off-road évidemment. Voilà, donc là on attaque la partie un peu plus enduro de l'essai. Donc évidemment on est passé en mode enduro. J'ai laissé le traction control parce que c'est un traction control enduro. Et apparemment, d'après BM, ça passe sans problème. Donc on fait comme ça. Et il faut reconnaître que ça a l'air assez efficace. Bon bah là on est en plein dans le Gallander. C'est pas très compliqué, hein, mais avec des grosses machines comme ça. Et moi ce que j'aime bien c'est le frein moteur sur ce flat twin. On l'avait déjà vu hier sur route, mais en évolution off-road, je trouve que ça amène beaucoup de facilité, notamment en descente, hein, en contrôle de la vitesse. On a aussi un très bon toucher de frein. L'arrière se déclenche un peu vite et bloque la roue assez facilement. Sinon on a beaucoup de latitude pour bouger sur cette moto, ça aussi j'aime beaucoup. Avec les selles plates, elles sont vraiment bien disposées. Et puis l'avant avec ce réservoir très incliné, on peut vraiment aller sur l'avant de la machine. Donc ça c'est cool. Effectivement on sent plus, c'est plus direct. Il y a au niveau du guidon. Tout à l'heure on était dans de la pavasse légère et c'est vrai qu'on a une sensation de meilleur contrôle, on va dire, de la direction. Il y a clairement quelque chose qui est apporté à ce niveau par rapport à une fourche conventionnelle. C'est particulier, je dirais que c'est différent en fait. Est-ce que j'aurais été plus à l'aise au guidon d'une Africa Twin ou d'une Ducati ou je sais pas quoi. Le fait est que là, bon, ça s'est vraiment bien passé, j'ai été surpris par la facilité. Évolution, révolution, la BMW R1300 GS mixe un petit peu ces notions. On a une révolution donc surtout esthétique, avec une modularité supplémentaire par rapport à l'aspect bagagerie et connectique qu'on peut avoir. Révolution technologique aussi avec ces suspensions qui, comme chez Harley Davidson ou chez Ducati, permettent de faire varier la hauteur de la machine. Et puis évolution, grosse évolution du moteur, hein, avec donc cette course plus courte qui amène une sensation mécanique un petit peu différente. Cela dit, c'est un retour en fait à la course qu'on avait avant, avec un alésage qui est plus important. On a une personnalité différente, je dirais pas qu'elle est en retrait, c'est un moteur qui est très vif, qui permet d'avoir énormément de dynamique dès 2500 tours et jusqu'à quasiment la zone rouge. Ça n'arrête pas de pousser en fait avec ce shift cam qui permet d'avoir deux profils d'arbre à cam et donc une disponibilité moteur constante. Voilà, ça on le retrouve vraiment nettement.
Une sonorité qui est plus agréable, ça je vous l'ai dit également en dynamique, c'est plus sympa, c'est plus élégant. Le comportement dynamique de cette machine évolue assez peu, on a toujours un équilibre remarquable, presque unique. Une rigidité supérieure de l'ensemble de la GS, ça c'est sûr. Une sensation de guidon qui est peut-être un petit peu meilleure effectivement. En tout-terrain, c'est également le cas, c'est peut-être même plus sensible en tout-terrain. On a peut-être un guidage qui est un peu supérieur au modèle d'avant. Globalement, c'est une meilleure GS, voilà. C'est un pas de plus vers cette moto qui domine le marché. En concurrente, on citera forcément la Ducati Multistrada V4, et également les KTM 1290 Super Adventure. Et puis tout ce qui gravite autour, évidemment Africa Twin, pourquoi pas les V-Strom, mais en termes de tarifs, on est vraiment sur Ducati essentiellement. Les GS s'échangent contre 20 690 € en version de base, vraiment sans option, et jusqu'à plus de 24 000 €, mais après avec le jeu des options, vous allez flirter avec les 30 000 €, comme d'habitude j'allais dire. Voilà ce qu'on pouvait vous dire à l'issue de cette première prise en main de la BMW R1300 GS, ici à Malaga, à la fois sur route et sur piste. Un modèle donc qui apporte toujours beaucoup d'équilibre, beaucoup de performance. On vous en dit également bien plus sur l'essai en ligne sur lerepaire-des-motards.com. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel essai. Ciao!